Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. C'est toujours un plaisir de faire le cours de psychologie sociale pour vous. Ça me fait encore plaisir de vous rencontrer cette semaine pour discuter avec vous des thématiques importantes sur la psychologie sociale, notamment euh, notamment le module de cette semaine concerne la psychologie sociale, mais notamment la psychologie sociale de la violence. Donc, on avait vu l'importance de cette thématique. On avait vu pourquoi c'est important de discuter de la violence dans le dernier cours qu'on avait eu. Donc, on avait aussi des questions qui forment ce qu'on pourrait appeler la problématique du cours. Donc, parmi ces questions, on se demandait, peut-on parler de la violence sociale dans le contexte haïtien? Quelle est quelle est la généalogie de ce phénomène? Comment se structure la violence sociale et qui sont les détenteurs de la violence? Parce il y en a, comme je vous l'avais montré la dernière fois, des individus qui sont les détenteurs de la violence. Ces gens-là détiennent la violence, ils détiennent le pouvoir, ils détiennent le monopole de la violence, légitime ou pas, non légitime ou légitime. Mais en vrai, ce sont ces personnes qui ont le contrôle du pouvoir économique, du pouvoir social, du pouvoir politique. Donc, ce sont des faiseurs d'ordre dans la société. Ce sont les nouveaux acteurs aussi. Il y en a des anciens acteurs et des nouveaux acteurs. Bref, pour vous dire que c'est quand même un peu mêlant tout ça pour certains. Donc, on avait vu aussi que quand on parle de la violence, on peut la comprendre comme une sorte de force, euh, quelque chose qui est manifeste et c'est de la vigueur, c'est de la puissance, c'est de l'essence, de la primitivité. Et le mot violence lui-même vient du latin vis, qui signifie force, vigueur, puissance. Violence, c'est tout usage de force, mais aussi ça peut avoir rapport à la quantité, abondance, caractère de ce qui est essentiel d'une chose, pour reprendre les propos de Michaud par rapport à la violence. Donc, on avait vu aussi que, selon Blandine Trigger, que la violence est une force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique, psychique d'une personne. Euh, on avait compris que c'est le fait qu'une personne force une autre personne à faire quelque chose que cette personne n'aurait pas fait sans l'avoir forcé de le faire. Donc, ça, c'est aussi important de comprendre dans cette dimension, en fait, dans la violence, quand on parle de la violence sociale, quand on parle de la violence politique, on avait vu que l'histoire de la société haïtienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une histoire faite de violence. C'est une histoire faite de violence, c'est une histoire où des acteurs issus notamment du monde européen, notamment de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, de la France, etc. Tous ces pays, et puis plus tard les États-Unis, vont entrer en jeu, mais pour construire ce qu'on appelle une force qui opprime les gens en Haïti, qui opprime la masse populaire, qui opprime le peuple haïtien, donc que ce soit à travers la colonisation qui a duré plus de 3 siècles en Haïti, donc environ 3 siècles de colonisation pour être plus juste, 1503-1803. Mais après la colonisation, euh, on a eu, pour reprendre Sophie Pechler, ce qu'on appelle d'autres mécanismes qui tendent à opprimer le peuple haïtien
utilisé par les grandes puissances, que ce soit à travers des mécanismes un peu plus, je dirais, des organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, en tout cas, tous ces instruments de contrôle de ce qu'on appelle de l'économie mondiale, mais ces instruments-là ils sont utilisés par les puissances internationales, par les grandes puissances pour contrôler l'économie des peuples, pour les mettre dans ce qu'on appelle la spirale de la dette, donc, mais aussi euh, par ce qu'on appelle l'ingérence aussi, ces pays arrivent à contrôler la violence dans les pays, on va dire, non développés, si vous me prêtez l'expression. Donc, je pense que c'était aussi très important parce qu'on va commencer, on peut commencer à se demander c'est quoi le développement. Donc, est-ce que le développement, c'est aussi c'est les grandes industries tout court? Donc, en tout cas, on pourrait dire les pays industrialisés, les pays non industrialisés. En tout cas, juste pour vous dire que l'histoire politique d'Haïti, l'histoire sociale d'Haïti, l'histoire économique d'Haïti est teintée de violence. Est teintée de violence. Si on prend dans l'histoire du pays, les premiers peuples qui habitaient cette île, c'était les premiers peuples, c'était les Arawaks, les Taïnos, les Caraïbes, les Siboney, et tous ces peuples-là, euh, ont eu à un moment de l'histoire, notamment à partir de 1492, cette année maudite, qui marque la rencontre de l'ancien et du nouveau monde. Ces peuples-là ont vu leur histoire, leur tradition, leur civilisation, euh, je dirais, détruite par les Européens. Les Européens, que ce soit à travers les maladies, mais que ce soit à travers l'esclavage aussi, qui était une forme de domination. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre quand on parle de la violence, on ne peut pas comprendre la violence dans les pays en voie de développement, les pays anciennement colonisés, sans comprendre euh, l'impact de la colonisation sur ces pays. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui comprendre ce qui se passe au Salvador, c'est-à-dire pourquoi il y a autant de violence armée dans un pays comme le Salvador, dans un pays comme la Colombie, par exemple, on peut prendre l'Équateur aussi, dans un pays comme Haïti et Congo, etc. Donc, tous ces pays-là, on ne peut pas comprendre la violence que ces pays, que les citoyens de ces pays-là font l'objet, sans comprendre même ce qui a déclenché, ce qui est à la base. En tout cas, c'est un élément important dans l'explication de, des relations sociales, l'esclavage, parce que ça a participé à, je dirais, ça conditionne la trajectoire sociale de ces pays, la trajectoire économique, la trajectoire politique de ces pays. Donc, toute analyse visant à comprendre ce qui se passe dans ces pays sur le plan, en tout cas en termes de violence, en termes de pauvreté, en termes je ne sais pas, en tout cas, pour moi, on ne peut pas comprendre l'histoire de ces peuples sans même comprendre, sans étudier, sans analyser l'impact de la colonisation, l'impact négatif de la colonisation. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'impact positif dans la colonisation. La colonisation, c'est une chose abominable. Le fait de coloniser des peuples, le fait de coloniser des individus, c'est une chose abominable. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, il n'y a aucun discours qu'on peut, écoute, réinventer
ou du moins, écoute, la colonisation, est-ce qu'elle est, c'est la chose la plus abominable qu'un être humain peut penser, vivre, peut subir. Donc, maintenant, pour ceux qui parlent le plus souvent de ce qu'on appelle la vertu civilisatrice de la colonisation, ces gens-là, il faut les demander comment, comment civiliser des gens qui étaient plus civilisés que vous. Parce que vendre du monde, acheter du monde, ce commerce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est la preuve que l'être humain est capable de tout et capable du pire. Euh, Capable du pire, de vendre des êtres humains et puis de forcer ces êtres humains à travailler pour vous jusqu'à leur mort pour faire votre bonheur, pour que vous puissiez manger du bon, côté manger je sais pas, de la bonne nourriture en Europe. Donc, c'est très important de comprendre ça. Mais il faut comprendre aussi que ce qui a poussé les Européens à envahir l'Amérique, c'est surtout et avant tout une question de la faim. De la faim. C'est-à-dire les Européens ont laissé là-bas parce que ça n'allait pas du tout bien. La faim, c'est la faim, la guerre, les maladies contagieuses. Donc, c'est tout ce qui caractérisait l'Europe. Donc, c'est tout ce qui caractérisait l'Europe. Donc, et l'Europe a construit sa fortune, on va le verra, à partir des mécanismes de violence. C'est quand on étudie la violence, on peut, dans le contexte, des rapports entre les peuples, il faut comprendre que les peuples les plus riches aujourd'hui, ce sont des peuples qui ont utilisé constamment la violence pour maintenir leur leadership, mais aussi pour maintenir les autres peuples dans un état de déshumanisation. Euh, et ça a été, c'est encore dans la mentalité, encore, ça a dû perdure dans la mentalité, c'est légitime. C'est-à-dire, ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui comme quelque chose d'abominable pour ces peuples-là, pour ces personnes-là, pour ces gens-là, c'était quelque chose non seulement de correct, de plus correct, mais également, ils avaient besoin aussi de Dieu pour justifier leur crime, c'est pour faire, c'est-à-dire pour porter, je dirais, une touche providentielle. Donc, c'est-à-dire dire que et c'est Dieu qui demande à ce que l'on aille chercher des individus dans leur continent, des individus qui visaient paisiblement, pour les ramener en Amérique, pour les réduire en esclavage, et que pour ces personnes-là soient vues toute leur vie, de génération en génération, comme des êtres inférieurs, parce que vous les avez racisés, infériorisés, diminués à l'état d'animal, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre la nature, c'est un crime contre l'existence même. Moi, j'invite mes étudiants à, à comprendre, à s'interroger sur ces banalités, sur ces choses-là, sur ces formes d'insignifiance humaine. Euh, c'est pour ça, moi je suis toujours réticent quand on me parle aujourd'hui de civilisation. Qu'est-ce que c'est que la civilisation? Quand vous utilisez les moyens violents, vous faites usage de la violence pour montrer que vous êtes supérieur, tandis que les autres vivaient vivaient dans l'abondance. Écoute, on peut prendre les Taïnos. Donc, on reportait qu'il y avait plus de, près de 500, près de 5 millions, euh, près de 5 millions comme ça environ, de Taïnos sur toute l'île, bon, des Taïnos, des Arawaks, des Siboney aussi, en tout cas, tous ces peuples-là, on pouvait les dénombrer à environ 5 millions qui vivaient avant l'arrivée de ces personnes, en tout cas des Espagnols,
qui non seulement les ont contaminés, et les ont tués, les ont violés, et au nom de la couronne de l'Espagne, au nom de la civilisation, au nom de la vertu civilisatrice. Donc, la vertu civilisatrice se résume à ça. Donc, soit soit vous acceptez d'être nos esclaves, vous travaillez pour nous, à faire notre prospérité, ou soit on vous tue. Donc, si vous restez vivant, vous serez civilisé. Et si vous nous combattez, vous êtes des barbares. Donc, c'est à ça que résume la logique de la violence coloniale. La violence coloniale, parce que la violence coloniale est importante, est fondamentale, est au cœur même de ce que l'on vit aujourd'hui comme des violences, même les violences les plus impersonnelles. Moi, je peux prendre l'exemple de la domination masculine en Haïti, l'exemple de la domination masculine un peu partout dans le monde. Et moi, je crois que moi, le Québec m'intéresse beaucoup comme cas d'étude. Haïti aussi m'intéresse beaucoup comme cas d'étude. Donc, ce sont mes deux terrains de recherche, de réflexion. Moi, je crois que ce qui se passe en Haïti, que ce soit dans la sphère privée, que ce soit dans les sphères publiques, euh, la violence est présente et la violence est déterminante des rapports sociaux. Les rapports sociaux sont tissés de violence. Je ne suis pas je suis pas le premier à le dire. Donc, il y a des chercheurs bien avant moi, comme le professeur Alain Gilles, et qui a étudié de manière approfondie cette question pour comprendre l'étymologie, pour comprendre la logique qui est derrière la violence, donc les liens sociaux et la violence, comment et cela participe du quotidien des gens. Donc, on va continuer dans cette même lancée. Donc, on a vu différents types de violences. On a vu la violence verbale, qui est une forme de violence aussi importante. Donc, cela, c'est très, très prisé dans la société haïtienne. En fait, c'est très, très prisé. On a l'impression que les gens ne sont plus capables là, de communiquer entre eux. Les gens ont tendance plus à utiliser la violence verbale pour s'exprimer. Euh, Cela peut être, ou du moins on peut le concevoir, on peut concevoir cet aspect-là comme, comme un défi de communication, comme un manque de communication, mais aussi comme le fait que les gens traversent aussi des moments très difficiles dans leur vie, parce que l'existence en Haïti, l'existence dans le contexte haïtien, vivre en Haïti est un défi quotidien. On frôle la mort tous les jours, on frôle la pauvreté tous les jours, on frôle le manque. Et le manque, la pauvreté, c'est pas parce que c'est un pays qui est pauvre, on est d'accord là-dessus. Non seulement c'est un pays qui a été appauvri par la violence, par les grandes puissances, les États-Unis, à travers l'occupation américaine. L'occupation américaine a participé à rendre la violence présente en Haïti. Donc, l'occupation américaine, la colonisation française, colonisation espagnole, la colonisation anglaise aussi de l'île. Donc, en tout cas, tous ces aspects-là pour dire que la violence verbale euh, est quand même présente, mais c'est aussi une forme de violence qui nous permet de comprendre, ou du moins qui survient quand l'individu n'a plus d'arguments, quand l'individu n'est plus capable de s'exprimer ou quand il n'y a plus de tolérance entre les individus. Ou, parce que
quand on commence, c'est parce que la violence verbale, c'est une voie qui mène à la violence physique. La plupart du temps, quand il y a la violence physique, quand la violence physique paraît ou est déjà là, soit elle est accompagnée constamment de violence verbale, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe quelqu'un, mais en le frappant ou en la frappant, en frappant la personne, on peut continuer à l'injurier. On peut continuer à l'injurier, mais on peut continuer aussi à, à l'insulter, à utiliser des mots ou à élever la voix, mais c'est pour vous dire que une violence n'exclut pas forcément l'autre. Généralement, les violences, ça se complète. Donc, il y a la violence verbale qui amène la violence physique, et quand on est dans la violence verbale, on est dans la violence physique, on est aussi dans la violence psychologique, parce que on a tendance à réduire l'autre, à l'enfermer, à la réduire à sa plus simple expression. Donc, c'est la violence en soi, je dirais, quelle qu'elle soit, est toujours une tentative de diminuer l'autre, de diminuer l'autre, de réduire l'autre à sa plus simple expression, de le déshumaniser. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que moi, en fait, j'ai la préséance, et vous n'existez pas. L'autre n'existe pas, donc on a la force, on a les moyens de faire taire l'autre. La violence a toujours comme finalité, en tout cas le plus souvent, comme finalité de faire taire l'autre. Donc, si on regarde ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, c'est un moyen de faire taire l'autre, de dire, c'est-à-dire de réduire l'autre à sa plus simple expression, de la déshumaniser et de faire en sorte que l'autre n'existe plus. C'est-à-dire l'objectif de la violence est toujours destructrice. Il n'y a pas de bonne violence. La violence est toujours destructrice. C'est toujours, ça réduit l'autre vraiment à l'état, je ne vais pas dire animal, mais en tout cas, on déshumanise le plus l'autre parce que moi, je crois que il y a des animaux qui vivent bien, écoute, qui vivent dans la nature, qui n'ont pas de tourment, en tout cas. Moi, j'imagine comment, écoute, euh, plein d'animaux dans la nature qui vivent bien et qui, je dirais, j'estime, je pense, qui vivent. Pourquoi pas qu'ils ont le bonheur de vivre là. Donc, juste pour dire, on ne va pas dire qu'on animalise, euh, parce que l'animal ou les animaux, par contre, c'est pas le pire destin. D'accord? Le pire destin qu'un être peut connaître, c'est la violence. C'est la violence, parce que l'état de la violence enlève à l'être sa nature, sa vraie nature, sa beauté. Donc, euh, c'est ça. Donc, que ce soit un être humain ou un animal, nul euh, est censé te connaître, de vivre la violence, de connaître la violence. Donc, cet aspect, moi je crois que cet aspect est très, très important dans ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui dans le cadre de ce cours. Donc, le terme violence qualifie, on peut le dire comme ça, un certain nombre de manifestations qui peuvent aller un nombre de manifestations qui peuvent aller de l'altération verbale, donc la violence verbale, jusqu'aux destructions de masse. C'est-à-dire, on peut passer de l'agression physique, le viol, le meurtre, la torture, les mutilations. Tout ça, ce sont des formes de violence infligées à quelqu'un ou subies par quelqu'un. Donc, la violence, ça peut être discontinue, ça peut être constant,
Donc, ça peut être endémique, c'est-à-dire il y a des phénomènes, par exemple, mettons, dans les guerres, on peut parler d'une forme de violence endémique. Donc, ça peut être aussi, il y a aussi des violences, ça peut être aussi accidentel ou ça peut être motivé. Donc, toutes les formes de violence, on peut dire que se trouvent à dénaturer l'homme. Donc, que ce soit la violence à caractère privé ou la violence qui se passe dans les sphères privées ou la violence qui se passe dans les sphères publiques, que ce soit la violence assumée et revendiquée, dissimulée, reniée. Parce que ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des cas où les gens qui commettent les violences les revendiquent. Il y en a d'autres cas où les gens ils renient la violence. Et, ou du moins, il y a même des formes où les gens se font passer pour des gens, pour des personnes qui veulent la paix ou qui veulent atteindre des objectifs soi-disant de révolution, mais qui réduisent tout un peuple à genoux. C'est le cas des terroristes à Port-au-Prince. Donc, juste pour vous dire que les gangs armés à Port-au-Prince, c'est une forme de ce qu'on peut appeler de dissimulation de la violence sous couvert de révolution, parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire de tuer, dans le fait de tuer son peuple, dans le fait de réduire son peuple au silence, et dans le fait de brimer la vraie révolution, la révolte populaire, de brimer la vie, donc de détruire la vie, de kidnapper, de tuer, de violer. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Donc, ce n'est que des actes barbares et qui méritent d'être punis par la loi et par les lois et les constitutions du pays. Donc, la violence est si protéiforme qu'elle ne laisse, ici c'est Moussaoui Abderrahman qui nous dit que la violence est si protéiforme qu'elle ne cesse de voir les discriminants de sa catégorisation et les grilles de classification se démultiplier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire le critère est tantôt spatial, c'est-à-dire on parle de violence urbaine, on parle de violence rurale, on parle, mettons, dans le cas d'Haïti, on parle des procès, des procès dans des conflits terriens, c'est des formes de violence rurale qui sont aussi très difficiles à comprendre. Donc, ça, ça peut aller d'une simple altercation à tout un massacre. C'est le cas de massacre de Piètre, à Piètre. Donc, la torture, etc. Donc, la torture, c'est aussi des formes de violence. Bon, tantôt sociale aussi, parce qu'on parle quand euh, Abderrahman parle de la violence, de l'aspect protéiforme de la violence qui peut passer de la violence urbaine, c'est-à-dire l'aspect, quand on parle de critères spatiaux, mais on peut prendre aussi d'autres critères, et ça peut être aussi social. Quand on parle de la violence conjugale, la violence ouvrière, la violence étudiante, etc. Donc, là, on parle de violence sociale. On parle aussi de la violence politique aussi. Donc, la violence politique, c'est tel qu'on l'avait vu au départ dans le cours, la répression, la coercition, la guerre, l'assassinat politique, le terrorisme, ça, c'est des violences politiques. Donc, ce qui se passe en Haïti présentement avec les gangs armés,
Donc, c'est la violence politique, parce que la violence, dans ce cas-ci, a une visée politique. C'est maintenir le plus longtemps possible des voyous au pouvoir pour que le peuple souffre le plus longtemps possible et que euh, le but ultime de cette violence qui se vit en Haïti n'a d'autre fin que de garder le plus longtemps possible l'establishment au pouvoir. Donc, les gangs font l'affaire du gouvernement, de, de ceux qui dirigent le pays, des élites économiques, des élites politiques, des élites sociales, des élites culturelles. Si les gangs ne se faisaient pas, en fait, n'arrangeaient pas les élites dirigeantes de ce pays, cette affaire-là serait déjà réglée. Si les gangs ne faisaient pas l'affaire des pays amis d'Haïti, les pays ennemis d'Haïti, cette affaire-là serait déjà réglée. Les gangs, c'est le bras droit de la politique. Quelle politique? C'est la politique qui vise à déshumaniser le peuple haïtien. Donc, aussi simple que ça, c'est que les gangs permettent à ce que le statu quo reste comme ça. Tant qu'il y a des gangs, tant on peut rien revendiquer. Mais tant qu'il y a des gangs, c'est qu'on peut continuer à voler les ressources du pays. D'ailleurs, en ce sens, je peux vous citer un très bon article qui a été rédigé en ce sens. Donc, je crois que c'est Prince Neptune et avec un autre collègue, Madame Pierre. C'est un très bon article qui montre comment la géolocalisation des gangs à Port-au-Prince, c'est avant tout une affaire de contrôle des territoires et contrôle des ressources naturelles du pays, et notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, cet aspect-là est important. Donc, mais quand on parle aussi de la violence, il n'y a pas seulement les critères spatial, c'est-à-dire la violence urbaine, violence rurale, etc. On peut les diviser comme ça. Le critère social, violence conjugale, etc., violence qui se passe dans l'espace privé et public, mais aussi politique. Quand on parlait de la répression, la coercition, la guerre, les assassinats politiques, les assassinats ciblés, donc ça, c'est des violences politiques. Donc, mais aussi, ça peut être aussi économique. Donc, l'exploitation, l'injustice, l'esclavage, l'occupation américaine, ce sont des formes de violence. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce sont des formes de violence qui, tentent- qui sont non seulement politiques, mais aussi économiques. Parce que quel était le premier geste posé par ceux qui voulaient occuper Haïti en 1915? Le premier geste, c'était d'abord de dépouiller Haïti de ses réserves d'or. Parce qu'on sait que la réserve d'or, c'est ce qui permet, c'est des garanties d'échange entre un pays. Euh, c'est important. Donc, la réserve d'or, ça permet de garder l'économie, on dirait, intacte. Mais en tout cas, en santé, quand tu n'as pas de réserve, tu n'as pas de garantie d'échange. Euh, mais la première chose que les Marines ont fait, ils ont apporté l'or, les réserves d'or. Et jusqu'à aujourd'hui, et cet or est encore dans les réserves américaines, dans les banques américaines, dans le Citibank. Donc, on, on, on n'a jamais, l'Haïti n'a jamais pu récupérer ces réserves d'or. La France, quand Haïti a pris son indépendance, Haïti était un pays qui était en train de monter en puissance. Et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait, ils ont compris que si on laisse ce pays euh, monter en puissance comme ça, donc,
ce serait pas une bonne nouvelle pour l'Occident. Parce que l'Occident, ce que l'Occident souhaite et veut, c'est que des pays comme Haïti soient le plus possible handicapés sur le plan économique et que ce pays n'arrive pas à se tenir debout et que ce pays soit, parce que Haïti, c'est l'âme des peuples noirs, c'est l'âme de l'Afrique. Donc, si Haïti est en bonne santé, l'Afrique sera en bonne santé, l'Afrique aussi se réveillera plus rapidement. Moi, je suis content de voir que même si Haïti va mal, mais l'Afrique, aujourd'hui, il y a un réveil extraordinaire qui se fait en Afrique, notamment dans des pays comme Burkina Faso, le pays des hommes intègres, euh, avec Ibrahim Traoré, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique. Le Mali se réveille très bien. Donc, il y a d'autres pays de l'Afrique. Le Sénégal, ces jours-ci, c'est de bonnes nouvelles, en tout cas. Si on garde cet élan-là, donc, ce sera l'Afrique plutôt qui appellera Haïti de se réveiller. Donc, moi, je pense que c'est quand même très, très bien, très, très intéressant que ces pays puissent prendre au sérieux leur destin. Mais toujours dans le contexte de violence, parce que s'il faut arrêter les violences dans ces pays-là, il faut commencer par, euh, par exemple, le cas d'Haïti, il faut commencer par penser à, à, à la redistribution des richesses, euh, à l'équilibre, à penser à la souveraineté de ces pays, la souveraineté économique, la souveraineté politique aussi. Donc, c'est très important. Donc, on peut dire que mais la violence aussi peut prendre d'autres caractères, en fait, je veux dire, d'autres facettes. La violence sexuelle, telle que les viols, les maltraitances. Et comme on l'avait vu, c'est qu'il n'y a pas, en fait, l'un ne marche pas sans l'autre. On dirait que l'un entraîne l'autre. Donc, c'est, c'est des éléments qui sont imbriqués ensemble, qui forment vraiment un complexus, un tout complexe, qui fait en sorte que on ne peut pas parler d'une violence sans parler de l'autre. Donc, parce que elles sont interreliées quelque part. Elles sont interreliées, donc, euh, mais elles sont interreliées. Donc, c'est important de s'interroger sur ces formes de violence, de se poser des questions, de comprendre aussi quelle est la trajectoire de ces violences, quel est l'objectif, quel est le but, pourquoi il y a autant de violence. Moi, j'arrive tout le temps à poser cette question. Je n'ai pas encore eu de réponse, mais pourquoi autant de violence? Donc, comment approcher aussi les appareils, les pareils phénomènes ou aux formes, mais aux motivations aussi diverses selon les grilles théorico-méthodologiques. Bon, tout ceci pour vous dire que la violence a tellement de formes, il y a tellement donc, en tout cas, c'est devenu vraiment très présent. Donc, mais Françoise Héritier, en 1996, euh, à travers ses réflexions, elle dit que, elle appelle violence toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance, la mort d'un être animé, tout acte d'intrusion qui a pour effet volontaire ou involontaire la dépossession d'autrui. C'est-à-dire, le but ultime de la violence, c'est la dépossession d'autrui. C'est le fait de faire en sorte que l'autre ne peut plus prendre en compte sa propre personne. C'est dépersonnalisation de l'autre, c'est la dépossession de l'autre par soi-même, mais aussi, pour compléter la définition de Françoise Héritier, c'est le dommage ou la destruction d'objets inanimés. Donc, la violence, ça vise pas seulement les êtres
les êtres humains ou les animaux aussi connaissent beaucoup de violence, mais aussi ça peut être aussi euh, des objets, des objets inanimés. Ça peut être le fait, bon, je prends un exemple je vais prendre un exemple comme ça, c'est pas le meilleur exemple que je pourrais prendre, mais le fait, par exemple, qu'on a attaqué à une statue de Dessalines, par exemple, dans le Nord, je crois. Cet acte est une forme, c'est une violence, c'est une très grosse violence. Le fait d'attaquer à une statue, et pas n'importe laquelle, c'est la statue de l'empereur. Donc, moi, je crois que la définition de Françoise Héritier est quand même très complète parce que ça vise non seulement les objets, les animaux, les êtres humains, mais ça démontre aussi l'aspect contraignant, c'est-à-dire la dimension contraignante de nature physique ou psychique. C'est le fait de contraindre quelqu'un sur le plan physique ou psychique. Donc, et cette violence, cette perspective, euh, entraîne ou amène la terreur, le déplacement, le malheur, tel qu'aujourd'hui, on compte des milliers de déplacés dans le cas d'Haïti suite à la violence des gangs armés, à la violence des gangs armés, des groupes, que ce soit Vivre Ensemble, G-Pep, G9, etc., donc, tous les gangs là, donc, qui s'unissent pour troubler pas seulement la paix publique, mais pour empêcher à ces individus qui vivaient déjà dans la pauvreté, qui vivaient déjà difficilement, qui avaient très peu de moyens pour vivre, même en temps normal. Maintenant, ces individus se trouvent dépossédés de leur maison, dépossédés de leur histoire, dépossédés de leur territoire, et aujourd'hui, on parle de territoire perdu pour montrer comment est-ce que les gangs les armés prennent le territoire. Et ces territoires-là, aujourd'hui, sont sous le contrôle de ces gangs armés, près de 80-90%, si je me fie à ces chiffres, des Nations Unies ou d'autres organismes qui travaillent en Haïti. Ils parlent de 80 à 90% des territoires de Port-au-Prince qui sont sous le contrôle des gangs armés. Donc, cette dépossession-là euh, cause des dommages et des destructions, non seulement des individus, c'est-à-dire les individus ils sont détruits dans leur être profond, mais aussi euh, on attaque leurs maisons, on incendie leurs maisons sont brûlées, et qui dit maison brûlée, vous comprenez mieux que moi, c'est-à-dire c'est des individus qui ont perdu des documents d'identité, qui ont perdu des choses, des objets qui étaient chers, importants pour eux. Donc, ils ont laissé derrière eux, ça peut être des ouvrages, des livres, ça peut être aussi des animaux, d'accord? Donc, en tout cas, des animaux domestiques, des chiens, des chats ou d'autres animaux. Ça peut être aussi, il y a des individus aussi qui, dans ce contexte de violence, parfois euh, on oublie les personnes qu'on appelle les personnes à mobilité réduite ou couramment créole corobé. Donc, c'est-à-dire ces personnes-là qui avaient déjà du mal à vivre, hein, qui se trouvent dans des maisons, qui ne peuvent pas se déplacer, et maintenant que d'autres personnes sont contraints de laisser la maison, en fait, eux, parfois, ces gens-là, on les laisse à la maison. On les laisse à la maison et parfois, il y en a qui survivent, il y en a qui ne survivent pas la plupart du temps. Ces gens-là ne survivent pas. Et d'ailleurs, un temps normal, ce n'est pas adapté pour vivre euh, en Haïti. En tout cas, ces gens-là ne sont pas adaptés pour vivre en Haïti. Je veux dire qu'il n'y a pas de trottoir, en tout cas, qui sont adaptés. Il n'y a pas d'espace intelligent.
qui pourraient les accueillir, mais encore plus, maintenant, ils sont contraints de vivre à la terreur des gangs armés. Ce tableau qui est un peu macabre quand même, en tout cas, qui est triste, sombre, nous permet aussi de comprendre que la situation, c'est très difficile pour ces gens et la violence est, en tout cas, fait partie de leur quotidien aussi. Donc, la violence, on peut dire que la violence est une forme dont l'exercice euh, est, est immanquablement dans le cadre des normes partagées. Ce sont ce sont des normes telles que caractérisent ce qui relève ou non de la violence. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas parler de violence sans les structures sociales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'entend, sur quoi on s'entend ou pas de la société et qu'est-ce qui passe et moins, et comment on est arrivé à tout cela. Et le plus souvent, quand on parle de violence, il faut comprendre que on est dans ce qu'on appelle une forme de dépassement des normes, des règles, des principes établis. Les principes établis qui sont soit tacites ou qui sont écrits. Donc, des règles tacites ou des règles explicites de la société. Parce que le vivre ensemble, c'est-à-dire quand on vit dans une société, on a des règles, on a des principes, on a des règles, des principes, et ce sont les règles, les principes même qui, en quelque sorte, on peut les comprendre comme une sorte de grille pour analyser les niveaux de violence. C'est-à-dire, dans, dans certaines sociétés, il y a des types de violence, il y a une catégorie de violence qui est, on va dire, acceptée, tolérée, ou ne pas tolérer, ou ne pas accepter. Donc, je peux prendre un exemple. Si un enfant, dans le cas d'Haïti, un enfant, je dirais, commet, en fait, en tout cas, dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire ou fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, un parent, c'est-à-dire une maman, un papa, a le droit je dirais, en fait, dans le contexte haïtien, de sermonner son enfant, de même, parfois, dans certains cas, le frapper. Donc, ah, c'est comme genre, on va dire que il y a un niveau qu'on accepte c'est-à-dire quand on donne deux coups, je dis ça comme ça, deux coups de ceinturon à un enfant. Donc, pas de mal, pas de blessure. On dirait que la société dit, écoute, ça c'est un parent, il a le droit il est en charge de l'éducation de son enfant, cela se fait comme il le veut. Et les parents, ils le font comme ils le veulent. Donc, c'est ça. Si c'est ce même parent, on va dire qu'il frappe l'enfant jusqu'à le blesser, par exemple, là, on commence à dire, mais non, écoute, c'est pas possible, écoute, etc. C'est-à-dire, on mesure, il y a comme une mesure, une grille de mesure de la violence je dirais, qui existe, euh, mais ça ne veut pas dire que ces règles-là, que ces principes-là, tels que, tels que ces règles, ces principes, et tels qu'ils sont, euh, je dirais, convenus, en tout cas tels qu'on les comprend, euh, c'est pas écrit, mais on accepte, on le dit, on le conçoit comme ça, que euh, ça, ça c'est de la violence, ça c'est moins de la violence, en tout cas ça c'est toléré, c'est pas toléré. Donc déjà, euh, on peut dire aussi, ces formes de tolérance-là par rapport à une forme de violence, on va dire, une forme de violence moins importante, mais qui, vous allez le voir, quelque part, est aussi importante. C'est comme on s'est dit entre sociétés, entre nous, écoute, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave.
frappe juste un enfant. Bon, on a même dit, écoute, c'est pas grave si un mari, écoute, il frappe sa femme, écoute, dès qu'il n'y a pas de blessure, etc., ça peut passer. Mais vous allez voir que ce sont ces petites formes de violence tolérées dans la société, de part et d'autre dans la société, qui vont être des déclencheurs de cette grosse, pénible et, je dirais, infernale violence qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le fait de tolérer sur le quartier quelqu'un qui porte une arme. Je dis, mais c'est pas un exemple, donc il porte juste une arme et puis il n'est pas dangereux, lui, tu vois, il est là pour nous protéger, etc. Parce que ce qu'il y a, c'est que dès qu'on commence à tolérer ne serait-ce qu'une infime partie de violence, c'est-à-dire, on va dire, un parent qui frappe son enfant, d'accord? Ou quelqu'un qui frappe un enfant qui habite chez lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle, vous voyez, c'était quoi notre regard par rapport aux enfants restés avec? Ces enfants restés avec connaissaient l'enfer, c'est-à-dire cet enfer qu'on connaît là aujourd'hui, un peu généralisé partout et partout, c'était l'enfer des restés avec chez nous. C'est-à-dire, on avait jusqu'en 2020, oui, plus de 310 000, plus de 310 000 enfants en domesticité, en condition d'esclavage. Donc, il faut le dire, il faut l'accepter, il faut l'admettre. C'est-à-dire la violence, quelque part, est là, présente sous nos yeux, mais ça ne nous dit pas, ça ne nous dit rien, ça ne nous dit pas grand-chose tant que c'est pas notre enfant, tant que c'est pas nous. Mais maintenant, le nous, ce nous-là qu'on préservait de la violence, c'est-à-dire, c'est pas mon enfant, c'est pas ma femme, c'est pas moi, du moins, moi, j'ai le droit quand je dis moi, je parle du moi homme, d'accord, macho, haïtien, c'est-à-dire, on a le droit de violenter la femme avec qui on vit, et la femme, elle a le droit de violenter soit son enfant, ou soit le reste avec ou la reste avec, la petite Sainte-Anne, etc. Donc, c'est-à-dire, on essayait d'organiser la société, de faire en sorte que la violence est présente, mais que, que cette violence, euh, que cette violence n'atteigne pas ce qu'on appelle les détenteurs de pouvoir dans le pays, c'est les hommes d'abord, c'est-à-dire euh, la violence, tant que ça reste dans la sphère privée, euh, et tant que ça reste dans l'espace privé. Tant que ça reste dans l'espace privé, c'est pas grave. Et, écoute, il suffit que la société peut continuer à fonctionner, c'est-à-dire les hommes peuvent aller travailler et que les hommes soient en sécurité. Mais du moment que maintenant, là, les hommes sont aussi victimes, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir sont aussi victimes, les femmes aussi. Ouais, vous connaissez les chiffres par rapport aux violences, c'est que les femmes sont doublement victimes, même triplement victimes de la violence. Donc, maintenant, ça commence à nous inquiéter. C'est comme si la violence envers les restes ne voulait rien dire dans la société. Ça ne nous interpellait pas assez. La violence envers les plus faibles, c'est-à-dire quelqu'un qui vit à Cité Soleil dans des conditions infernales, des conditions infrahumaines, quand on vivait à Montagne-Noire, quand on vivait dans d'autres lieux, entre guillemets, luxueux, on faisait comme si cela ne nous concernait pas. Jusqu'à ce qu'on se retrouve là-dedans, en plein là-dedans, on est pogné là-dedans, et on s'est dit, mais écoute, ça nous concerne tous apparemment. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la violence est un élément qui est là dans la société et qu'on doit contenir par tous les moyens, et ceci peu importe dans l'espace que la violence se trouve, il faut non seulement la réprimer, il faut la condenser, il faut
euh, la traiter. Parce que la violence est mouvante. La violence ne va pas rester à Cité Soleil et puis on va dire, écoute, ça va rester à Cité Soleil, on va la contenir à Cité Soleil. Et on peut la contenir pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais pendant, je dirais, on ne peut pas la contenir indéfiniment. En fait, elle va prendre d'autres formes, et elle va se faufiler et elle va se retrouver partout dans la société. Ça, c'est très important. Et parfois, on fait semblant d'oublier ça. On fait semblant que ça ne nous dit rien. Pourtant, c'est très important de mentionner ce point. Je vais prendre une pause et je vais revenir